Bonsoir à tous. Vous le savez, sur la volonté du président de la République, le gouvernement s'apprête à opérer une transformation profonde du mariage et de la filiation. Une phase de consultation sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux personnes de même sexe a été entamée. Mais le gouvernement a d'ores et déjà annoncé que le projet de loi sera présenté dans tout juste un mois en Conseil des ministres. Nous nous retrouvons ce soir pour une édition spéciale en direct pour chercher précisément à comprendre ce bouleversement substantiel du Code civil, comme l'admet le cabinet de la garde des Sceaux. Un changement qui s'opère en peu de mots, on verra concrètement dans ce projet de loi quand il sera publié, un bref ajout à l'article 143 du Code civil et le remplacement des termes père ou mère par celui asexué de parent. Le mariage, pourquoi faire? Cela fait partie des questions que nous nous posons ce soir. Quelle transformation pourrait opérer ce projet de loi censé mettre un terme à la discrimination des personnes homosexuelles? Pourquoi le gouvernement se précipite-t-il sur un débat aussi complexe et sensible? Vous êtes bien placé pour nous en donner des explications. Erwan Binet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de l'Isère, membre de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Vous êtes également vice-président du Conseil général de l'Isère. À vos côtés, Christian Flavigny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste. Vous dirigez le département de psychanalyse à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Xavier Lacroix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, membre du Conseil consultatif national d'éthique. Vous êtes théologien, moraliste. Vous avez longtemps enseigné à l'Université catholique de Lyon. Et enfin, nous accueillons Philippe Arignot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant, auteur de plusieurs ouvrages sur l'homosexualité, à paraître notamment dans quelques jours, L'homosexualité en vérité. Vous avez dit, vous, ouvertement, votre homosexualité. Pour quelle raison? Parce que ça fait partie de moi. Voilà. Et de manière relativement durable. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau. Je me tourne vers vous, Erwan Binet. À notre grande surprise, il a été difficile de trouver un interlocuteur du gouvernement ou bien issu de la majorité pour discuter avec nous ce soir sur ce projet. Alors évidemment, il y a des questions légitimes d'agenda, mais au bout d'une vingtaine de sollicitations, on n'est pas sans se poser aussi de questions. Alors très concrètement, est-ce qu'il y a des difficultés à venir débattre de ce projet de loi ici? Non, je ne crois pas qu'il y ait de volonté de quiconque, et surtout des députés, de se soustraire au débat. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui qu'on est vraiment à peine au tout début du débat. Évidemment. Et en même temps, qui va être très court. Enfin, en tout cas, c'est dans ce qui est annoncé avant la publication. Pas si court que ça dans le temps parlementaire. On attend un texte dans le courant du mois d'octobre. Nous aurons quelques mois pour auditionner, pour débattre, pour aller voir ce qui se fait éventuellement à l'étranger. Et nous discuterons probablement de ce texte en séance, à l'Assemblée puis au Sénat, probablement au printemps 2013. De janvier à juin, nous avons une grande période dans laquelle pourront s'approfondir les débats. Donc nous sommes aujourd'hui au tout début de la processus. Le débat au niveau de la société civile. Évidemment, parce que les députés s'ouvriront vers l'extérieur pour ouvrir ce débat. J'ajoute quand même que le débat a été pour moi en grande partie statué, où les Français ont fait un choix en élisant François Hollande comme président de la République. Ils ont déjà fait un premier choix, puisque cette question était clairement affichée, clairement annoncée parmi les 60 propositions du président de la République. D'ailleurs, petite réaction de nos invités. Effectivement, c'était la mesure 31, si mes souvenirs sont bons. Mais enfin, le texte est très court. Hein. J'ouvrirai, je dis ça de tête, le mariage et l'adoption aux personnes homosexuelles. Est-ce que vous considérez que l'élection présidentielle a été un cadre suffisant à ce débat, Xavier Lacroix? Je pense qu'il y a une différence pour le fait que parmi les propositions du candidat Hollande, la 31e concerne cette question du mariage homosexuel et une volonté du peuple français. Je pense qu'il y a une différence. De même que je trouve qu'il est curieux qu'une assemblée parlementaire décide de changer une institution aussi ancienne, aussi fondamentale, aussi fondatrice que le mariage, qui est beaucoup plus ancien que le Code civil et même que le droit canonique, qui est universel. Donc c'est une institution fondamentale qui articule la conjugalité et la parentalité. Et je suis étonné donc qu'on veuille, pour des raisons politiques, changer sa définition juridique. Christian Flavigny. Oui, moi ce dont je voudrais convaincre nos dirigeants, c'est que la présentation de leurs arguments, le mariage pour tous, pour l'égalité, c'est résumer la famille à sa superficie. Bien sûr, pour s'occuper de l'enfant, pour le nourrir, pour l'emmener à l'école, tout le monde se vaut, parce que peu importe la vie sexuelle du couple, peu importe d'ailleurs le nombre des personnes qui s'occupent de l'enfant, 1, 2, 3, etc. Et à ce moment-là, effectivement, on peut dire oui, l'égalité, bien sûr, mais c'est la fonction non spécifique de la famille, non spécifique parce que à la limite, ça peut être une nourrice et un éducateur qui s'occupe de l'enfant, il suffit d'un adulte pour s'occuper d'un enfant.
Or, porter le projet sur ce type d'argument, c'est donc diluer la notion de famille. Bon, et c'est sur quoi je voudrais attirer l'attention de nos dirigeants. Parce que le mariage, pourquoi faire? Le mariage porte la transmission entre les générations du pouvoir de faire venir l'enfant dans la famille. Philippe, une réaction aussi. Alors, il parle beaucoup de la famille, mais pour moi, ça dilue déjà la notion d'amour. Parce que l'amour, c'est pas qu'une question de sentiment. Et que déjà sur la question du mariage, que j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas remettre en cause, enfin le gouvernement, ils veulent remettre en cause que les conséquences du mariage, mais il n'est absolument pas question de se contredire. Je crois que le couple, ce n'est pas qu'une question de sentiment, c'est aussi une question d'engagement, de fait, mais aussi de concret, de réalité. Je me tourne vers vous alors, Erwan Binet, parce que vous voyez, le débat Oui. le cadre du débat est posé, mais quelle est la volonté du gouvernement sur ce point? Quelle est l'intention finalement, la raison de ce projet du gouvernement et de la majorité? Ça n'est pas d'abord un objet purement politique au sens de politique politicien ou uniquement un objet militant, la demande de quelques associations qui pourraient être marginales. Ça n'est pas la réalité. Nous, les parlementaires, nous ne sommes pas ni théologiens ni psychanalystes, nous n'avons pas cette lecture-là, évidemment, de la chose, même si ces lectures-là doivent alimenter le débat, c'est absolument nécessaire. Nous avons aussi la nécessité de regarder la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est quoi alors la Et raison? la société aujourd'hui montre une flagrante inégalité, une flagrante injustice et surtout une discrimination patente des enfants qui sont aujourd'hui élevés par des couples homosexuels, ce qu'on appelle l'homoparentalité. Ça existe. La loi qui va venir apporter ces droits nouveaux, il n'y aura pas un avant et un après. Aujourd'hui, ces enfants, on compte a priori à plusieurs dizaines de milliers, entre 14 et 30 000. C'est énorme, c'est beaucoup. Et ces enfants, 30 000 enfants qui sont élevés aujourd'hui par des enfants, par deux pères, parlent de 300 000 enfants. Pardon ? Les associations parlent de 300 000 enfants. Les chiffres, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas d'aspect statistique dans ce dossier-là. Est-ce que c'est pour répondre aux revendications des associations, justement? Mais ces revendications sont justes. Ces revendications sont justes. Elles aspirent à plus de justice, elles aspirent à plus d'égalité. Il n'est absolument pas normal dans notre pays que des enfants puissent ne pas jouir des mêmes droits d'avoir des parents aimants et s'occupant de leur famille, de constituant une famille, vous avez tout à fait raison dans la manière dont vous avez présenté les choses, que d'autres enfants. Alors avant de vous donner la parole, oui, je vous propose justement de regarder, nous tourner vers les associations des personnes homosexuelles, puisqu'il en existe, elles sont actives, on le sait, et dans le concert médiatique actuel, on peut facilement penser que finalement toutes les personnes homosexuelles sont favorables à ce projet de loi. Évidemment, il y en a qui militent, et depuis de nombreuses années, nous avons choisi d'écouter l'une de ces associations, mais il y a aussi des voix qui s'élèvent contre ce projet de loi et donc soulignent qu'il ne fait pas l'unanimité. On regarde. C'est un couple qui est confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes défis, aux mêmes aléas de la vie, comme je disais. Donc tout ça, à nos yeux, justifie que ce soit le même, que ce soit effectivement le mariage qui soit ouvert à tous et non pas un texte spécifique en fonction de l'orientation sexuelle. Il y a d'une part la dimension symbolique, c'est-à-dire dire que l'orientation sexuelle n'est pas un facteur discriminant entre les citoyens et qu'ils ont donc accès aux mêmes lois, au même code civil et au même mode d'organisation de leur vie à deux et de leur vie familiale. Après, il y a le point pratique qui fait qu'il y a tout un tas de familles en France, couramment appelées homoparentales, qui ont besoin, existantes ou en projet, mais existantes aussi, qui ont besoin de sécuriser juridiquement contre les aléas de la vie leur situation. Cette aspiration à la normalité, c'est aussi une aspiration à l'indifférence, c'est-à-dire non pas disparaître de la surface sociale, mais être considéré comme pas extraordinaire, comme pas, je sais pas monstrueux, pas tout ce qu'on veut, quoi, voilà. Je pense qu'il y a ça, moi c'est ce que j'entends en tout cas, dans cette aspiration à être considéré comme des gens normaux. Le mariage, c'est non pas un droit, ce n'est pas un contrat, c'est avant tout une institution de protection de la famille, de la protection des enfants. Et c'est aussi le sauvegarde d'un ordre général de la société. La famille,
c'est le premier socle de sociabilisation dans la société. Si on détruit cette première couche sociale, on détruit la société entière. Ce désir acharné de vouloir le mariage pour être comme tout le monde, moi je pense vraiment que ce sont des personnes qui ne sont pas bien avec leur sexualité et qui veulent à tout prix, c'est ce que je disais, mimer les couples hétérosexuels. Et je ne pense pas que ce soit en ouvrant le mariage qu'on va lutter contre l'homophobie, que les couples homosexuels auront l'air, j'allais dire normaux, mais ils sont normaux, mais auront l'air dans la norme. Philippe Arignot, ces propos sont forts, des uns et des autres d'ailleurs, mais il semblerait donc qu'il n'y ait pas d'unanimité chez les homosexuels sur cette question-là, chez les personnes homosexuelles. Je pense qu'il n'y a pas d'unanimité, et il y a même une majorité qui ne veut pas se marier. Parce que c'est pas ce qu'on entend et c'est pas ce qu'on voit dans la presse. Parce qu'on nous apprend, nous, personnes homosexuelles en couple, à jouer un rôle. À jouer un rôle parce qu'on nous a dit, on vous offre un cadeau, donc surtout vous ne le boudez pas. C'est-à-dire, il faut nous expliquer. On vous offre le mariage, oui, alors que vous ne l'aviez jamais demandé. On vous offre la possibilité d'avoir des enfants, alors que moi, en tout cas, de mon entourage proche, j'ai jamais entendu ce désir-là. Vous avez un passé militant de combien d'années ? Oui. Je suis dans le milieu homosexuel, entre guillemets, depuis 2001. Et je n'ai pas entendu ce besoin-là. Et je crois que c'est plus par militance maintenant, parce que c'est à la mode, que parce que c'est un vrai désir que les personnes homosexuelles se retrouvent à jouer ce rôle-là. Et pour moi, c'est flagrant à la fois de mensonges, mais de mensonges sincères. Mais la sincérité, c'est pas la vérité. C'est vrai que c'est bluffant de voir avec quelle sincérité maintenant on défend quelque chose qu'on ne voulait pas, mais pas simplement. Enfin, certains le voulaient quand même, ils le disent. En tout cas. Je sais pas. En tout cas, moi, je demande à ce qu'on me présente des couples qui vraiment veulent se marier parce qu'ils respectent le mariage, pas pour des raisons simplement militantes. Erwan Binet puis Xavier Lacroix. Beaucoup le font. Mais M. Arignot est dans la norme. Aujourd'hui, plus de la moitié des enfants naissent hors mariage, des couples hétéros. Donc la volonté de se marier, elle n'est pas partagée de toute façon de manière unanime, y compris chez les couples hétéros. Donc il est évidemment normal qu'au sein des couples homo, il y ait la même sensibilité. Nous ne sommes pas si différents, évidemment. En revanche, je redis, on ne démarre pas une situation à partir de ce projet de loi. On ne fait que entériner une situation qui existe et le désir d'enfant, il existe chez des couples homosexuels. Sinon, ils n'iraient pas en Belgique, ils n'iraient pas en Espagne faire des inséminations artificielles pour les couples de lesbiennes ou aller adopter, ou ils ne voudraient pas réclamer ce qu'ils font aujourd'hui auprès des conseils généraux, l'autorisation de pouvoir adopter. Ils le font quand ils sont célibataires, puisque la loi française permet aux célibataires d'adopter, mais quand ils sont en couple homosexuel, on leur refuse souvent. Et quand on leur refuse pas et qu'ils arrivent finalement à adopter, l'autre membre du couple n'a aucun droit sur l'enfant. Ce sont des situations qui existent, qui continueront à exister et à se développer, et qu'il faut absolument, en tout cas c'est notre conception chez les parlementaires, c'est notre rôle de législateur, accompagner et protéger ces enfants qui sont aujourd'hui discriminés et pas protégés. Et je vois que Xavier Lacroix veut réagir. Je trouve très significatif que l'on soit passé du thème du mariage à celui des enfants. Très significatif, je trouve, parce qu'actuellement, ce débat est possible parce qu'il y a une confusion sur le sens du mot mariage. On ne sait plus trop ce qu'est le mariage et on le définit comme Noël ma mère, comme une célébration sociale de l'amour. Évidemment, si le mariage était cela, pourquoi ne pas célébrer l'amour de deux hommes ou de deux femmes? Pourquoi pas? On dit c'est la reconnaissance de deux personnes qui s'aiment. Le mariage n'est pas seulement ça. Le mariage n'est pas seulement ça. C'est EST, c'est la fondation d'une famille. Ça l'est anthropologiquement, ça l'est dans le droit, et ça l'est pratiquement. Et d'ailleurs, on parle des enfants depuis 10 minutes, vous voyez, justement. Donc le problème, c'est principalement la filiation. Il y a aussi la différence. Je crois que la société a le droit de dire qu'elle préfère donc instituer le couple homme-femme que le couple de deux hommes ou de deux femmes. Ça, c'est une autre question. Mais aussi, donc, la filiation. Et donc, l'argument de la non-discrimination, moi, ne me convainc pas du tout. Parce que je pense qu'au nom d'une fausse discrimination entre les adultes, je pense qu'il n'y a pas de discrimination entre les adultes parce que deux hommes ne sont pas dans la même position par rapport à l'engendrement, par rapport à la naissance que deux femmes. Donc, de fait, l'inégalité, elle est là au départ, elle est dans le corps, c'est le corps qui est en question. Donc, je ne pense pas qu'il y ait discrimination entre les adultes. Mais en revanche, il y aurait discrimination entre les enfants, puisqu'on légiférerait, on offrirait le cadre de la loi, le cadre de l'appui du corps social à des familles dans lesquelles les enfants seraient privés
Donc des dizaines de milliers d'enfants, mettons 30 000 si vous voulez, seraient privés de ce bien élémentaire qui est d'avoir un père et une mère, un papa et une maman. Donc je pense que la mesure serait discriminatoire parce que je distingue accompagner et instituer. Si on accompagnait seulement, bon, il n'y aurait pas de problème. Mais je pense d'ailleurs que le droit permet d'accompagner. C'est faux qu'il y ait un vide juridique. Il y a un tas de mesures juridiques possibles quand un couple d'hommes élève un enfant, un couple de femmes aussi. C'est pas vrai, il n'y a pas de vide juridique. Mais instituer, donc, c'est offrir d'avance un appui du corps social à une forme de vie. Et je pense que cette forme de vie serait discriminatoire. Donc il y aurait un bouleversement pour le mariage en lui-même, en tant que tel, à travers ce projet de loi. D'ailleurs, beaucoup le sentent bien. D'ailleurs, beaucoup ne sont même pas mariés eux-mêmes, y compris au gouvernement d'ailleurs, et sont pour cette mesure, parce qu'on sent bien qu'au fond, il s'agit de faire exploser la notion. Et la notion de mariage, au fond, serait changée. Et celle de famille serait changée. Christian Flavigny, les psys, on les entend peu dans ce débat, mais j'avais été frappé par l'irrévérence, d'une certaine manière, du propos de l'un de vos confrères, et c'était publié dans l'Humanité. Il disait, Dr Windsor disait « J'aimerais être convaincu que la promesse de François Hollande est le fruit d'une réflexion approfondie et qu'il ne s'agit pas d'une simple adaptation à l'ère du temps. » Est-ce que en tout cas, je trouve que la façon dont Erwan Binet relaye les propos des associations est très discutable. Ces enfants ne sont en rien discriminés. Les enfants élevés par les homosexuels ne sont en rien discriminés, mais ils sont inscrits dans la filiation qui est la leur. On peut s'imaginer que ça ne soit pas forcément simple dans la cour de l'école. Alors que ça ne soit pas simple sur la cour de l'école, mais vous savez, c'est comme pour les enfants adoptés. Bon, ta mère n'est pas ta mère, ce sont des choses, ce sont les préjugés classiques. Et si les enfants sont bien dans leur famille, ils apprennent parfaitement bien à répondre. Donc la loi n'est pas là pour les préjugés. Par contre, la loi est là pour conforter l'inscription de l'enfant dans sa filiation. L'enfant qui est né dans un contexte de vie homosexuelle, en effet, n'a pas son père et sa mère. C'est une complexité des avis affectifs et il va falloir qu'il comprenne pourquoi il y a eu un désir d'enfant, que je ne discrédite en rien, mais qui a été quand même en impasse, puisqu'il n'est pas passé par le fait de partager l'enfantement avec l'autre sexe. Il y a là une complexité affective pour l'enfant, et ce que je dis, c'est que la loi, si jamais elle est votée telle que Erwan Binet l'énonce, va compliquer les choses pour cet enfant. C'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'on va lui asséner un faux en filiation. On va lui dire « tu as deux papas et nous le considérons comme ça ». L'enfant sait très bien qu'il n'a pas deux papas, que ce n'est pas possible, qu'un enfant ne vient pas de deux papas ou de deux mamans. Donc là, on va inscrire un faux en filiation et à ce moment-là, on disqualifie la loi et on disqualifie la parole de l'adulte à l'égard de la filiation. Ça, c'est une des questions qui est la question évoquée. Et le fait, effectivement, énoncé si jamais l'un de nous meurt, il n'aura pas de droit, mais à ce moment-là, si on part sur ce type d'argument, il y a des personnes célibataires qui peuvent adopter, mais alors arrêtons tout de suite l'adoption par les personnes célibataires, il faut être logique. Donc ce type d'argument n'a aucune validité par rapport à la législation. L'autre aspect, c'est qu'en effet, la législation touche à tout ce qu'est la fonction, en effet, anthropologique du mariage. Et je le dis, c'est le fait de porter l'enfantement. Qu'est-ce que c'est que le mariage ? Le mariage, c'est donc une transmission du pouvoir d'enfanter, une transmission avec une condition qui est que l'homme doit renoncer, doit quitter sa mère et que la femme doit quitter son père. Symboliquement, j'entends, mais ça veut dire que le vieux incestueux, il doit pouvoir y renoncer pour pouvoir, en effet, partager le pouvoir de la procréation avec l'autre sexe. Bon, pour un certain nombre de raisons de leur vie affective, les homosexuels sont en difficulté avec ce lien de transmission. Et je ne discrédite en rien la vie affective des homosexuels. Je rappelle d'ailleurs que ce sont les psychanalystes qui ont permis justement de comprendre ce qui se passait pour eux, Freud le premier, et qui ont permis aussi donc du coup cette ouverture à la question homosexuelle. Donc qu'on ne vienne pas nous reprocher de ne pas être ouvert à cette question. Mais effectivement, à ce moment-là, si si le mariage devient ouvert aux unions de même sexe, à ce moment-là, il perd sa fonction, qui est laquelle ? Qui est d'élaborer l'interdit de l'inceste. La famille se construit depuis la construction de l'interdit de l'inceste, et c'est ça la fonction du mariage, de façon à ce qu'effectivement cet interdit soit le socle protecteur pour l'enfant, et c'est ce qui va faire pour l'enfant la différence entre le père et un beau-père. C'est ça l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire que le père a un régulateur intérieur qui va le protéger d'une certaine manière et protéger l'enfant de la relation avec lui. D'ailleurs, quand vous parlez de l'inceste, Christian Flavigny, on ne peut pas s'empêcher de penser aux propos du cardinal Barbarin qui avait suscité un tollé, un scandale, en tout cas chez un certain nombre qui évoquait l'inceste. À juste titre, oui, dans la mesure où il a été maladroit dans sa formulation, mais il a abordé une question de fond qu'il est intéressant de ne pas éluder. Ce qu'il a dit, je me permets de le dire d'une manière qui me paraît peut-être mieux ajustée. Ce qu'il a dit, c'est que si l'on accorde le mariage sur le critère « ils s'aiment »,
et il n'y a pas de problème pour les enfants, donc pour les homosexuels, on pourra le faire de la même manière pour des unions à 3, à 4. Mais si, égalité de droit. ce sont les mêmes arguments. Ce sont les mêmes arguments. Mais bien sûr que le mariage pour tous implique cela. Mais non, bien sûr que non. Sinon, elle n'a pas de sens. Non, bien sûr que non. On est là sur des amalgames. Quelle limite alors vous posez alors ? Ce sont sur des amalgames. Quelle limite vous posez à l'égalité des droits ? Moi, je ne raisonne pas de manière tellement différente de vous, et je n'ai pas une analyse, je fais partie de la même société, du même pays, j'ai vécu dans une famille, j'en ai une moi-même, avec beaucoup d'enfants, et j'ai la même lecture que la famille que vous, je pense, globalement. Je ne crois pas qu'à aucun moment, il y ait à la fois chez les parlementaires la volonté de mettre un clou dans l'institution du mariage. Excusez-moi, mais ça fait des années et des années que l'institution du mariage décline. Malheureusement, je l'ai dit, plus de la moitié des enfants aujourd'hui qui naissent en France naissent hors mariage. C'est pas forcément une raison. Oui, première naissance. Et après, pour des raisons juridiques, souvent, pour des raisons juridiques de protection des enfants, c'est le cas, souvent, le couple se marie, mais pas forcément pour des raisons de respect de l'institution du mariage, pour des raisons juridiques. Par ailleurs, vous avez dit, c'est très intéressant, le fait que le mariage était là aussi pour créer la famille, et donc effectivement, l'Église souvent le dit, je crois, aux couples qui se préparent au mariage, j'en ai fait partie, attention, votre mariage, il est là aussi pour procréer. Mais l'Église aussi marie... C'est deux choses différentes. Le mariage civil et le mariage religieux, l'Église aussi marie des couples différentes. qui ne peuvent plus avoir d'enfants. Elle le fait, elle ne le refuse pas. Donc cet argument-là, pour moi, n'est pas un bon argument. Elle n'est pas pour moi un bon argument. Je ne veux pas mettre le débat sur l'Église. Ce n'est pas du tout parce que c'est deux choses qui sont différentes. Pas du tout la question du Parlement. Ce débat-là n'arrivera pas au Parlement. Oui, le Parlement mais vraiment, ce sont deux arguments qui, moi, ne m'atteignent pas. Oui, d'ailleurs, un avant-projet de loi a circulé à la fin de la semaine dernière. Dans l'explication, l'intention de ce projet de loi, il est d'ailleurs étonnamment cité le fait que le mariage civil aujourd'hui doit se séparer d'une manière manifeste des origines du mariage civil qui serait le droit canonique, qui serait justement la matrice religieuse du mariage. Vous ne citez pas le texte, là. Enfin, vous ne citez pas les articles de l'exposé des motifs. Voilà, c'est différent, c'est la présentation, effectivement. Voilà. Encore ce texte est très provisoire. Ça n'évoque pas du tout l'égalité. L'exposé des motifs accorde une part très belle à l'Église dans le passé. Il dit qu'avant le Code civil, c'était l'Église qui gérait le mariage. C'est exagéré. Et je pense que c'est tactique. Parce qu'au fond, on veut enfermer l'idée donc de dire non au mariage des couples homosexuels dans une position confessionnelle. Dire ça, c'est catho. Or, c'est pas catho. Et d'autres que les cathos le pensent et le disent. Il y a des non-cathos que je connais qui d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Et donc, en fait, le mariage est bien plus ancien que l'Église elle-même. C'est une institution universelle. D'ailleurs, c'est la plus ancienne et la plus universelle de toutes les institutions. Alors justement, j'évoquais cet avant-projet de loi qui a circulé en fin de semaine dernière. C'est sûrement pas le texte définitif. Nous en avons reçu une copie. L'hebdomadaire La Vie en a parlé dimanche dernier. Le changement s'opère en peu de mots. En tout cas, on va voir quelle forme ça va prendre concrètement. Mais un bref ajout, en tout cas dans le texte que l'on a lu, à l'article 143 du Code civil. Et le remplacement, je le disais, des termes père ou mère par celui asexué de parents. Concrètement, on a demandé à une juriste de plancher sur ce texte. Aude Mirkovic travaille beaucoup sur la question du mariage et sur le droit de la famille. On l'écoute. Le changement est tout sauf technique. Il s'agit d'une redéfinition du mariage, c'est-à-dire d'une déconstruction de la notion pour la refonder sur dans une autre dimension. C'est-à-dire que pour le droit, jusqu'ici, le mariage est l'institution qui a vocation à abriter la famille. Donc ce n'est pas la reconnaissance sociale de l'amour. Le mariage n'est pas là pour officialiser la vie de couple. Le mariage est là pour offrir à la famille un cadre protecteur. La relation dans le mariage est régie par la loi. Et c'est cela, ce caractère objectif du mariage, qui est très sécurisant pour les époux, parce que l'un n'est pas à la merci du bon vouloir de l'autre, et pour les enfants. Et ce cadre sécurisant et objectif est institué par la loi pour abriter la famille. Le mariage homme-femme n'est pas un choix en faveur de l'hétérosexualité, ni même une habitude en faveur de l'hétérosexualité. C'est un choix qui est fondé sur la nature profonde du mariage, qui comporte la dimension de la procréation, laquelle ne peut concerner qu'un homme et une femme. Admettre des époux de même sexe revient à redéfinir également la filiation, parce qu'on admet des parents de même sexe. Et en réalité, c'est ça qui est prévu par le projet de loi. Ce qu'ils veulent, finalement, c'est que les époux de même sexe soient considérés comme des parents.
admettre des époux et des parents de même sexe entraîne un changement de société qui concerne tout le monde. Parce que tous les parents français vont cesser d'être des pères et mères, tous les enfants français seront privés du rattachement à un père et une mère pour devenir parent 1, parent 2, tout simplement parce que les cases père et mère de l'acte de naissance et du livret de famille ne sont pas adaptées à recevoir 2 hommes ou 2 femmes. Et donc pour que les parents de même sexe entrent dans les cases des formulaires administratifs qui ont une portée symbolique très forte, eh bien il va falloir réduire tous les parents français à être parent 1, parent 2. Dès lors qu'on n'a pas de critères de définition objective de ce qu'est un père ou une mère, et que la mère ou le père est celui qui s'investit auprès de l'enfant, eh bien voilà, on va se retrouver avec des procès. Il va falloir trancher les conflits de parenté entre 2 ou 3 personnes qui estiment s'être investies auprès de l'enfant. À moins qu'on admette tout ce monde-là comme parents, ce qui est également possible. Et ce n'est pas de la science-fiction. En Ontario, au Canada, vous avez déjà des enfants qui ont 3 parents. Et ce n'est pas un excès qu'il faudrait craindre ou redouter, c'est la conséquence normale de ce projet. C'est-à-dire que, dans le cas à présent, l'enfant a une mère qui est mariée avec une femme, donc la conjointe de la mère est reconnue comme parent, que ce soit par le biais de l'adoption ou d'une présomption de parenté, peu importe. Mais il se trouve que le père biologique, lui aussi, demande à être reconnu comme père. Comment le juge peut-il trancher un conflit de parenté entre la conjointe de la mère et le père? Il n'y a rien d'objectif ici pour trancher le conflit, donc il n'a pas d'autre choix que de reconnaître les 2, ou plutôt les 3 en l'espèce, comme parents. Alors Erwan Binet, vous êtes député au sein de la commission des lois, vous faites partie de ce groupe de travail de députés qui travaille sur la question. Honnêtement, là on n'a pas la lecture exacte de cet avant-projet de loi, et vous nous avez dit tout à l'heure que les choses sont en mouvement, mais concrètement, on croit marcher sur la tête, nier la différence sexuelle de la parenté, faire comme si le genre, le sexe n'avait pas d'importance dans la création d'une famille, c'est quand même totalement troublant, non ? Non, c'est pas troublant, c'est un changement, c'est évident. C'est un changement de la société, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas la loi qui va le créer. Il a été créé, il existe. Enfin, la loi, en l'occurrence, pour le coup, ne gomme pas ni la paternité, ni la réalité de la maternité. Mais on est là sur un texte juridique. Donc, dans l'argument de Madame, il y avait à la fois des arguments sociaux, militants, je pense, et aussi juridiques. Tout cela a été mélangé. Tout cela a été mélangé. Évidemment, les enfants demain ne vont pas appeler leurs parents parents 1 et parents 2. On n'est pas là-dessus. Donc sur le livret de famille, ça ne sera pas parent 1, parent 2. Il suffit d'aller. Je ne sais pas ce qu'il y aura sur le livret de famille. Mais concrètement, alors comment vous allez faire? Mais ce sera les parents. Ce ne sera pas parent 1. Il y aura un parent, 2 parents. Aujourd'hui, donc ce sera parent. Aujourd'hui, ça existe dans les couples. Les enfants, il faut le dire parce qu'on ne l'a pas dit quand même depuis le début, et puis moi c'est ce qui m'importe en premier, c'est aussi comment protéger les enfants qui aujourd'hui vivent dans ces couples-là et qui continueront de vivre dans ces couples-là. Comment ils sont protégés aujourd'hui? Ils vivent très bien et ils disent objectivement, ils ont 2 pères, 2 mères. La seule chose effectivement qui compte, c'est à la fois qu'ils puissent savoir pourquoi ils sont là, comment ils ont été là. Évidemment, il est aberrant d'imaginer qu'on puisse leur faire croire que 2 hommes peuvent concevoir la vie ou 2 femmes peuvent concevoir la vie. Alors, ils auront quand même 2 pères. Mais ils ont 2 pères, ils ont 2 mères, ils le vivent très bien. Ils le vivent très bien. Donc, la plupart des études disent que les enfants élevés dans des couples homoparentaux ne sont ni moins bien élevés, ni mieux élevés, n'ont pas des résultats. Toutes les études sont contestables. Dans les 2 sens, je suis assez d'accord. En revanche, il y en a quand même un certain nombre aujourd'hui, dans tous les pays du monde, et aucune ne condamne vraiment spécifiquement, enfin ne porte à condamner spécifiquement ou à empêcher ce type d'éducation. Avant d'aller plus loin avec nos autres invités, j'ai encore une question pour vous, Erwan Binet. Que s'est-il passé au fond au sein de la majorité, au sein de votre parti, le Parti socialiste? Parce que quand on replonge dans les débats du PAX à l'époque, et je prends le compte-rendu analytique de la séance du 3 novembre 1998, sous la présidence de M. Fabius, et la garde des Sceaux était Mme Guigou, et je cite quelques extraits, et on peut le retrouver très concrètement. Une famille, ce n'est pas simplement 2 individus qui contractent pour organiser leur vie commune, c'est l'articulation et l'institutionnalisation de la différence des sexes, c'est la construction des rapports entre les générations qui nous précèdent et celles qui vont nous suivre. Je cite, la non-discrimination n'est pas l'indifférenciation, la différence entre hommes et femmes est fondatrice, d'ailleurs constitutive de l'humanité. Pourquoi l'adoption par un couple homosexuel serait-elle une mauvaise solution?
parce que le droit, lorsqu'il crée des filiations artificielles, ne peut ni ignorer ni abolir la différence entre les sexes. Alors je ne sais pas si Mme Guigou dirait la même chose aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a un complet déplacement, en tout cas au sein de votre majorité. Il y a 15 années, entre 98... C'est un total revirement sur cette question. Je pense, vous verrez, et je l'espère, je le souhaite, comme d'ailleurs ce soir ont lieu les débats, je pense que les débats tels qu'ils avaient été portés au moment du PAX, qui étaient caricaturaux de ce qu'on peut avoir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, je pense que nous n'aurons pas les mêmes là. Parce que, y compris à la droite de l'hémicycle, il y a un certain nombre de parlementaires qui sont ouverts au mariage, et y compris dans des personnes qu'on a autour de nous, dans l'Église même, on a un certain nombre de voix qui se lèvent aujourd'hui en disant nous ne voulons pas écarter par principe le mariage civil. Donc il y a un revirement au sein de la majorité entre il y a 15 années, et le contexte du PAX a beaucoup changé. D'ailleurs, l'opinion française et la société française a beaucoup changé. Mais elle dit, Mme Guigou dit que c'était intangible ce qu'elle affirmait. C'était ses mots à l'époque. Je l'interrogerai pour savoir quels sont ses mots aujourd'hui. Pour vous, c'est pas intangible. Mais je le dis, ce n'est pas intangible. Non, bien sûr que ce n'est pas intangible. Xavier Lacroix. Et ce que me dit M. Binet montre bien que ceux qui affirmaient il y a 15 ans que le PAX était la dernière marche avant le mariage avaient raison. Mais ça, c'est une autre question. Donc, en fait, moi, je vais surtout revenir sur le fait que j'ai eu entre les mains l'avant-projet de loi tel qu'il circule actuellement. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'au moins un tiers, vraiment un tiers, une grande partie de cet avant-projet est consacré à biffer chaque fois qu'il faut le faire dans le Code civil, les mots père et mère, ils seront remplacés par les mots parents. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la portée? Donc, pour moi, c'est significatif parce que qui dit père ou mère dit forcément sexué. Le père est un individu de sexe masculin, la mère, une individu de sexe féminin. Donc ça renvoie à la sexuation, au corps, au don de la vie, à la procréation. Donc on continue à articuler parenté et procréation. Et puis quand on remplace par parent, le mot parent est un mot neutre, en fait. Les parents au pluriel. Parfois on dit le parent gardien. On neutralise la notion. Parce que pour le coup, il y a des familles où il pourrait y avoir de père ou de mère. Oui, on discrimine, on neutralise. Et donc en neutralisant, au fond, donc, eh bien, on enlève la parenté de son ancrage corporel. L'ancrage corporel étant sexué, forcément, c'est père ou mère. Et donc c'est incorporel. Et donc tout dépend de la volonté ou de la culture. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup actuellement, c'est qu'on tente de redéfinir la parentalité, la parenté, pour employer un terme plus précis, uniquement sur des critères de volonté et de culture, et en niant le côté ancrage corporel, ce qui me paraît dommage. Alors je me tourne vers le psy, Christian Flavigny. Quelles conséquences, du coup, pour l'enfant, parce qu'on parle du couple, de ce droit à l'enfant, de ce désir d'enfant, mais pour l'enfant lui-même? Moi, ce qui me frappe, c'est que Erwan Binet prétend protéger des enfants qui seraient, selon lui, mal protégés. Or, en fait, ce qu'il est en train d'organiser, c'est l'abolition de la protection de base de tout enfant dans toute famille. La protection de base, c'est le lien de filiation. Et le lien de filiation s'établit pour l'enfant depuis le fait de se sentir porté par la relation d'enfantement. Il sait très bien que cette relation est porté par la rencontre d'un père et d'une mère, et il y aspire, c'est quelque chose qui est l'horizon de sa vie affective, et il se construit depuis cela, et depuis les liens d'identification qui se nouent. Qu'il y ait des situations, je dirais en marge de cette fondation, comme par exemple dans la vie homosexuelle ou chez une personne célibataire, oui, mais à ce moment-là, l'enfant se réfère quand même à ce qu'il sait et à ce qui est établi collectivement comme étant, je dirais, le protocole, le processus de l'avenue de l'enfant. Il arrange à sa manière, sa façon de comprendre sa situation. Ça peut être compliqué, mais on peut dire que toute situation d'enfant est compliquée. Là, on peut, évidemment, si l'on veut, relativiser. Par contre, si les lois viennent dire que non, finalement, tout ça, ça se vaut, à ce moment-là, on abolit le principe qui est le principe fondateur, qui est la colonne vertébrale de la famille. C'est pour ça que je disais au début à Erwan Binet qu'il est dans une démarche de dilution de la famille. À ce moment-là, on veut s'occuper de toutes les familles, oui, mais il n'y aura plus aucune famille. Je veux dire au sens de ce qui est fondateur de la vie familiale pour l'enfant. Alors, vous suivez aussi des enfants adoptés, en l'occurrence, puisque le mariage et l'adoption seraient ouverts aux personnes de même sexe. Concrètement, qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous craignez dans le cadre de cette loi en préparation?
Ce que je crains, je ne crains pas des choses. Enfin, je dirais, dans l'adoption, il y a déjà le problème spécifique de l'enfant et de son abandon. L'enfant abandonné a besoin de surmonter je dirais, l'épreuve de l'abandon, et la famille adoptive est là pour ressaisir avec un certain nombre de difficultés, mais avec la possibilité de faire une filiation et d'organiser une filiation à partir de quoi? À partir du fait que le couple adoptant portait l'enfantement comme tout couple. Effectivement, cet enfantement ne s'est pas réalisé parce qu'il y a eu une impossibilité. Ce n'est pas la même chose que le fait d'une union entre deux hommes ou entre deux femmes qui rend l'enfantement inconcevable. Ce n'est pas pareil pour l'enfant, et l'enfant le comprend très bien. Donc effectivement, l'adoption marche parce qu'à ce moment-là, dans la relation avec ses parents, qui deviennent ses parents adoptifs qui deviennent ses parents, je dirais, il se crée sa fiction, et d'une certaine manière, il est engendré d'une certaine manière, même si c'est à l'état de fiction, parce que ce sont les désirs de son père et de sa mère qui ont porté sa venue. L'enfant qui va se trouver en relation avec soit deux hommes, soit deux femmes, sera de plus confronté à la question, effectivement, d'avoir à surmonter la question de n'avoir pas père et mère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas effectivement le processus de l'enfantement. Le processus de l'enfantement, ce n'est pas seulement la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, ce n'est pas seulement ça. C'est la rencontre du désir masculin et féminin qui se transforment l'un par l'autre en désir paternel et maternel. C'est quelque chose qui compte pour l'enfant. Il y a des situations où il a à s'en dispenser, mais si on établit comme norme que tout enfant peut s'en dispenser, c'est tout à fait une autre affaire, et ça, c'est la responsabilité des lois. C'est pour ça que je dis que la loi envisagée est grave par rapport à l'équilibre de la famille. Erwan Binet, puis Philippe. À entendre cela, je me dis qu'il faudrait, alors, si on allait dans ce sens-là, qui n'est pas celui dans lequel nous allons aller, parce que je ne partage pas ce que vous dites, il faudrait abolir l'accouchement sous X. Il faudrait interdire aux célibataires de pouvoir adopter. Il faudrait sans doute obliger les femmes seules à trouver un compagnon pour élever leur enfant. Moi, je crois que la démarche ou votre réflexion est intellectuellement peut-être séduisante, moi elle ne m'atteint pas, mais peut-être séduisante. Sur le terrain et dans les faits, elle ne l'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Oui, mais je ne le conteste pas, évidemment. Mais d'autres travaillent sur le terrain et constatent le contraire. Voilà. Nous ne sommes pas sur le même terrain, d'accord. Voilà. Non, même des spécialistes. Réponse. Bon, non, mais réponse. La question de l'adoption par les personnes célibataires, nous savons tous, cliniciens, que c'est une adoption effectivement à risque. Bon, j'ai raconté dans certains de mes livres ce qui a fait cette relative anomalie, en effet, de l'anomalie par une personne célibataire, parce que c'est une adoption forcément fragile. Et ça date de quand en France? Ça date de 1966, et disons que c'est resté. L'histoire, c'est qu'il y avait énormément de femmes qui adoptaient, parce qu'il y avait à un certain moment, notamment entre les deux guerres, il n'y avait que des femmes pour adopter, il n'y avait plus d'hommes. Bon, donc effectivement, c'est les femmes qui s'occupaient des enfants. Au moment de la loi de l'adoption plénière, on a conservé le fait pour une femme de pouvoir être adoptante, en négligeant le fait que la logique de l'adoption plénière était en effet la logique d'un enfantement. Quant à la question de l'accouchement sous X, non, l'accouchement sous X, c'est le fait qu'une femme ne peut pas se reconnaître la mère de son enfant et donc le confier en adoption. C'est quelque chose qui est parfaitement éthique à l'égard de l'enfant, puisque cela donne sa chance à l'enfant. Au contraire, je dis souvent que l'abandon, c'est un don fait à l'enfant, le don de pouvoir être adopté et de pouvoir grandir ailleurs dans une autre famille. Il faut bien faire aussi la différence entre ce que sont les accidents de la vie et puis ce que la loi institutionnelle, c'est quand même c'est capital, c'est une différence capitale. Et en effet, que je pense négligée par nos dirigeants actuellement. Alors Philippe Paregnaud, une question simple. Pour vous qui êtes concerné, j'allais dire, par ce projet de loi, d'une manière ou d'une autre, quand on vous dit qu'un enfant pourra avoir indifféremment deux papas, deux mamans ou un papa, une maman, pour vous, vous réagissez comment, très concrètement? Pour moi, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui ne va pas servir les personnes concernées. Moi, ce qui me marque beaucoup et qui m'inquiète dans ce projet de loi et sur le mariage et après qui va conduire à l'adoption, c'est que les bénéficiaires officiels de ces lois ne sont pas respectés. C'est-à-dire qu'ils sont respectés sous forme de droit ou sous forme de preuves, de certificats d'authenticité, je sais pas moi, de qualité éducatrice, etc. J'étais le 11 septembre dernier au débat au Sénat sur l'avant-projet. Ça m'a sidéré de voir que dans l'assistance, dès qu'une personne prenait la parole et prononçait le mot « enfant », c'était des sarcasmes, c'était du mépris. On ne pouvait pas prononcer le mot « enfant ». Alors que
Pourtant, en intention, c'est des lois qui défendent les enfants. Et il n'y a pas de place pour eux. Donc concrètement, là on est dans le concret. C'était les professionnels de l'enfance qui étaient dans l'assistance se faisaient lyncher. Et ça, c'est vrai. Et j'ai écrit un article pour dire ça. Mais c'est pareil aussi pour les personnes homosexuelles. C'est-à-dire que les personnes homosexuelles, ce qu'elles vivent déjà individuellement, dans leur couple, leurs vraies souffrances, parce que moi je parle, là dans mon livre, je vais parler des liens non causaux entre désir homosexuel et viol. Il y a des gros dossiers. Monsieur dit qu'ils sont contre la discrimination, mais ils ne mettent pas de mots derrière. L'homophobie n'est pas analysée et que du coup j'ai l'impression que c'est des jolis mots, on est pour les enfants, on est une politique sécuritaire, mais que derrière les personnes ne sont pas reconnues dans ce qu'elles vivent. C'est pas seulement les enfants, mais c'est déjà les personnes homosexuelles dans ce qu'elles vivent en couple qui est compliqué, qui est fragile. Et là, ce que disait le monsieur dans son témoignage, là, dans le documentaire, il disait c'est la même chose, je regrette, ce n'est pas la même chose. Vous dites tout à l'heure, le président d'homosexualité et socialisme. Voilà. Ce n'est pas la même chose, il y a une fragilité. Il y a une fragilité parce que j'ai des statistiques qui montrent qu'il y a plus d'infidélité dans les couples homosexuels, même si j'en fais pas une généralité. Il y a un manque d'ouverture à la vie, il y a un manque de joie aussi. Et ça, en fait, on ne s'occupe pas de nous et on ne nous écoute pas. On ne nous écoute qu'à partir du moment où on rentre dans notre rôle de militant. Et ça, c'est hyper gênant parce qu'on souffre, on souffre. Et en tout cas, on voit que ça pose des questions à un très grand nombre. On entend ici ou là dire que les catholiques seraient finalement les seuls grincheux dans l'affaire. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure sur cette question. D'abord, ce n'est pas une question confessionnelle et le président de la conférence des évêques de France, le cardinal 23, le rappelle souvent. Et les interrogations anthropologiques et l'opposition, d'une certaine manière, à ce projet traversent aussi les différentes familles religieuses. Je vous propose d'écouter l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. C'est un débat de société qui reflète la crise identitaire que traverse notre société quant à l'avenir de notre société à travers justement la notion de la famille. Une famille qui devient de plus en plus incertaine dans un monde trouble où les repères se perdent. Et donc c'est un débat qui reflète un petit peu cet éclatement des libertés et des revendications. Le mariage homosexuel vient s'inscrire dans cette phase de l'histoire de sociétés qui sont fortement sécularisées. Certaines justifications sont avancées quant à la légitimité, entre guillemets, de cette revendication de mariage homosexuel, à savoir l'amour. Or, l'amour ne peut pas justifier n'importe quel contrat de mariage, l'amour entre un vieux et une fille de 16 ans, entre le frère et sa sœur, entre la mère et son fils. Donc l'amour, il est partout. Et donc l'amour en tant que tel ne justifie pas la fondation d'une famille. Ça va poser la question de l'identité de la personne, la filiation également, la question du mariage, l'adoption, donc la perte de la filiation qui pourrait affecter l'identité même de la personne concernée, sans parler des conséquences complexes du droit qui va suivre cette métamorphose si une fois est votée cette loi que les musulmans ne souhaitent pas bien sûr. Donc il faudrait peut-être réfléchir sur les conséquences de ce type de projet de famille avant de se lancer dans une éventuelle loi. Erwan Binet, comment vous analysez cette demande de débat ? La demande de débat, elle est nécessaire. Moi-même, je suis le premier à le dire. Là où j'ai peut-être évoqué le fait que l'Église était peut-être grincheuse, elle est partie très tôt, l'Église. Elle est partie dès cet été, dès le lendemain des élections législatives, alors que nous n'avions pas de texte, alors que le gouvernement venait de se mettre en place. C'est la raison pour laquelle on l'entend beaucoup. Oui, mais il y a la nécessité d'un débat de fond. Mais c'est ce que nous voulons. L'avant-projet de loi, c'est dans un mois présenté en Conseil des ministres. C'est ce que nous voulons. Et le rythme, nous souhaitons le mettre le plus longtemps possible. Il n'y aura pas d'urgence sur ce texte pour pouvoir prendre notre temps. Pas d'urgence sur ce texte. A priori, c'est la décision du gouvernement. C'est le gouvernement qui en décidera. Mais en tout cas, en Conseil des ministres dans un mois néanmoins. Si
Si cela est Mais possible. le débat, il commence à partir du moment où on a de la matière. La matière, c'est le projet de loi déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale. À partir de là, commenceront ils n'ont commencé d'ailleurs. On est là, on est présent et nous débattons. Mais à partir de là, commenceront vraiment les débats entre nous, les auditions et la procédure réclament officielle. des états généraux sur cette question-là. Vous n'y êtes pas favorable? Si ça veut dire débat, oui, je suis favorable. Ouais, je pour suis les états favorable généraux, en même de temps, discuter, les débats dans le cadre d'états d'ouvrir généraux, le plus c'est large possible. plus qu'un mois en tout cas pour débattre de cette question. Vous avez la croix? Oui, les paroles de l'imam montrent bien que ce n'est pas un débat confessionnel. D'ailleurs, ce soir, autour de cette table, et quand j'interviens sur ce sujet-là, je n'avance jamais d'arguments confessionnels liés à la révélation ou au magistère ou quoi que ce soit. Ce sont des arguments de raison. Alors, sur ce point-là, donc, je retiens 3 choses de ce qu'on vient de dire. La première, c'est qu'on a commencé à parler mariage et on a fini par parler filiation, beaucoup, parce que je pense que c'est significatif que le mariage implique la filiation et que c'est à partir de la filiation qu'il faut penser les questions. Ce qui fait que le pourcentage de Français assez important qui est pour le mariage homosexuel mais qui est contre l'adoption par les couples homosexuels n'est pas très cohérent, je pense. D'ailleurs, le mariage va forcément avec l'adoption pour vous? Dans le projet de loi, c'est deux choses qui sont... Ce sont des choses, oui, qui vont ensemble pour nous. Nous sommes, voilà. Mais forcément, ça sera lié, forcément. Donc, inéluctablement. D'ailleurs, dans tous les pays qui ont légalisé le mariage, il y a l'adoption. Donc, je ne pense pas que les Français qui sont pour l'un et contre l'autre soient très cohérents. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, c'est l'ancrage objectif de la filiation dont parlait à la fois Christian Flavigny et Aude Mirkovic. Je crois important, donc, que la filiation ne repose pas seulement sur le désir, la volonté, le projet, mais qu'elle ait un ancrage que Aude appelait objectif, que moi, je dis simplement corporel. Je trouve que l'ancrage corporel est source de sens. Et ce n'est pas être naturaliste, ce n'est pas sacraliser la vie que de dire que le sexe, le corps a de l'importance. Et donc, être né d'un homme et d'une femme, ce n'est pas rien. Et je pense qu'il est bon que la loi continue à instituer cela, à reconnaître cela comme important. Ce qui serait plus le cas pour vous? Ben non, donc la loi positive, la loi juridique, mais heureusement ce n'est pas la loi fondamentale anthropologique, mais la loi juridique donc cesserait de dire qu'il y a une préférence nationale du corps social pour ce type de filiation. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a déjà des cas de législation qui en droit positif, effectivement, nie une réalité anthropologique aussi criante, d'ailleurs aussi simple. Le droit, donc le Code civil réformé par l'avant-projet de loi, remplacerait systématiquement les mots père et mère par le mot parent. Mais on est sur un objet juridique, pas sur un objet social. Évidemment, enfin, ça ne changera rien C'est dans pour ça que la loi est la perception sociale que pourraient avoir les parents, les enfants, les relations avec les parents. Ça ne changera rien au lendemain de la loi. La question est toute simple. Ça renforce les droits de personnes qui méritent la protection de la société. Et je pense que le rôle des parlementaires, il est là, c'est de faire en sorte, et moi, si je suis député aujourd'hui, c'est pour cette raison que aussi, à un moment donné, on protège les plus faibles, on protège ceux qui sont impopulaires. Ça a toujours été le cas pour avoir les nouveaux droits sociaux, les civil rights américains. On a toujours fait avancer les droits contre une parfaite... En même temps, la loi a des conséquences sociales. Mais la loi a des conséquences sociales, elle en aura celle-là, mais ça n'y aura pas un après et un avant. La situation existe déjà. Ceux qui ne protègent pas les enfants sont ceux qui leur offriraient une famille avec 2 papas ou 2 mamans. C'est ceux-là qui ne protègent pas l'enfant. D'ailleurs, Christian Flavigny l'a bien montré. Et donc, je ne pense pas que la loi puisse rattraper cela. D'ailleurs, actuellement, la loi, encore une fois, permet des choses comme la délégation d'autorité parentale, ce qui est loin d'être rien, et d'autres choses encore que je dénonce dans mon bouquin. Donc, il y a des mesures juridiques possibles pour les enfants élevés par 2 hommes ou 2 femmes. Est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités? Et deuxièmement, on voudrait que la loi protège l'enfant contre une situation qui a été créée par les adultes. Ce sont les adultes qui sont 2 hommes ou 2 femmes qui ensemble élèveraient un enfant et qui voudraient que la loi dise qu'ils sont parents. Donc ils voudraient que la loi rattrape leur conduite. C'est eux qui mettent l'enfant en situation d'insécurité. Ces enfants sont inscrits dans leur filiation, leur filiation telle qu'elle est, et ils le comprennent très bien. Alors moi, je suis étonné de la façon dont Erwan Binet, finalement, a du mal à entendre que ce qui serait ouvert par le mariage homosexuel ouvre forcément au mariage multiparental. C'est obligé. Et ça sera exactement la même chose qu'Elisabeth Guigou, qui disait intangible il y a 15 ans, et maintenant elle l'oublie, ou vous voulez l'oublier pour elle. Et dans 15 ans, on dira Erwan Binet a dit c'est intangible, et c'est d'ailleurs déjà fait, et parce que c'est la même logique. Ça existe déjà. Ça existe déjà, et c'est la même logique. Oui, tout à l'heure, Mirkovic évoquait une situation en Ontario, et on sait qu'il y a des situations qui se présentent de fait. Les tribunaux sont confrontés à cette situation, mais même en France. Il y a la volonté du gouvernement aujourd'hui, puis même du Parlement, dans le groupe, et parmi la majorité aujourd'hui de l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de multiparentalité dans ce texte-là, c'est évident. Mais je voudrais vraiment que ce débat, s'il doit avoir lieu, ne prenne pas les travers que le Pax avait pris, qu'on ne parle pas d'inceste, qu'on ne parle pas
oui, de multiparentalité, que l'on ne parle pas parce que ça n'a rien à voir, c'est une caricature, et je crois que les Français, la société a besoin d'un débat plus digne que celui-là. L'interdit de l'inceste, c'est le pilier régulateur de la vie familiale. Mais ça a totalement... Vous savez ce que c'est que l'homosexualité? Mais ça n'a rien à voir avec mais ça a totalement à voir. Mais non, mais ça a totalement à voir. Erwan Binet, question, est-ce que l'on a le droit d'évoquer dans le débat le fait, puisque vous admettez le droit à l'enfant, en tout cas le droit pour les couples homosexuels d'adopter ou d'avoir des enfants, est-ce qu'on peut poser la question dans le débat de la procréation d'enfants médicalement assistés ou bien même des mères porteuses, puisque un couple d'hommes peut vouloir avoir des enfants, or par rapport à un couple de femmes, eh bien, il est discriminé d'une certaine manière, il n'a pas le même droit, ils ne sont pas égaux au niveau du droit, puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Voilà, ils sont différents. Ils sont différents. Il y a Donc un couple d'hommes, un couple de femmes. Là, il y a une différence. Il y a une possibilité pour l'un de pouvoir procréer et pas pour les autres. Ça n'est pas une inégalité ou une discrimination, c'est une différence liée tout simplement au sexe. Est-ce qu'il faut je pense que ce débat devra aux... être porté. La gestation pour autrui, je pense que notre pays n'est absolument pas prêt pour cette, dans 15 ans, alors, pour cette solution. Par contre, en revanche, on ne peut pas ignorer... Mais non. Bah vous dites qu'il n'est pas prêt, on ne peut pas ignorer, en revanche, que des couples de femmes, beaucoup, vont, comme je l'ai dit, en Belgique ou en Espagne, pratiquer, enfin, en tout cas, l'insémination artificielle. Et donc, il faudra que ce débat ait lieu pour l'adopter ou pour le rejeter, mais ce débat devra avoir lieu. Oui, parce que la réalité, en fait, de la question de l'adoption, c'est surtout, en tout cas pour aujourd'hui, la question de pouvoir, pour un couple homosexuel, adopter les enfants de son conjoint. Dans beaucoup de cas, c'est la situation, mais c'est aussi la possibilité de demander conjointement un agrément au Conseil général de leur lieu d'habitation pour pouvoir adopter. Philippe Arignon. Oui, je voudrais revenir à ce qu'a dit M. Binet sur le fait qu'il n'y a aucun rapport entre homosexualité et inceste. Non, mais c'est des gens qui parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Moi, vous ne trouvez pas non, mais vraiment, je pense que c'est une position extrêmement marginale que vous avez là. C'est pas parce que beaucoup de personnes homosexuelles se voilent la face sur leur propre désir que... mais oui, mais on en est là. Vous pouvez avoir entre eux. Mais en tout cas, je pense m'y connaître quand même pas mal, et j'ai étudié les liens même entre homosexualité et inceste. Si vous proposez un débat, mais que vous refusez d'entendre certaines réalités souffrantes... Il y a un refus. Il y a un refus. Non, il n'y a pas un refus. Vous êtes sur un terrain qui n'est absolument pas acceptable. Je pense que ce n'est pas sur ce terrain, en effet, qu'il faut se placer. Il faut placer la question de la manière suivante. Les homosexuels, en effet, je dirais, l'homme ne quitte pas véritablement sa mère puisqu'il part avec un autre homme, et la femme ne quitte pas véritablement son père parce qu'elle part avec une autre femme. C'est là qu'effectivement, on peut dire qu'il bute sur une question qui est de nature incestueuse. La question n'est pas le problème là, la question est si la loi vient dire que ça ne fait pas de problème. Parce qu'à ce moment-là, la loi se montre complice d'une transgression à l'égard de l'interdit de l'inceste. Et là, vous touchez à ce moment-là un interdit fondamental, de la même manière qu'avec la loi sur l'euthanasie, vous touchez la question de l'interdit du meurtre. Ça, c'est une autre question. Ce sont les mêmes questions. Ce sont des vraies questions. Sur cette question. Ce sont des vraies questions. Moi, je pense que pour un enfant, la différence sexuelle entre son père et sa mère est un bien élémentaire. La petite fille comme le petit garçon ont tous les deux besoin d'avoir une maman, femme, féminine, un papa, homme, masculin. Et donc, quand j'employais le mot discrimination au début du débat, je pesais mon mot. Je pense qu'on instituerait une discrimination en instituant cette parenté donc de deux papas ou de deux mamans. Ma dernière question, Erwan Binet, puis après un tour de table. Le gouvernement, donc, je vous la posais tout à l'heure, cette question, entend-il cet appel pressant à prendre le temps du débat ? Au-delà même du débat parlementaire dont vous avez décrit tout à l'heure le rythme, au cours du premier semestre 2013. Bien sûr, au-delà pour la société civile, on voit bien que ça déborde dans le cadre de la discussion parlementaire. Qu'est-ce qui déborde ? Le débat, il doit tout déborder dans la société française, quel que soit d'ailleurs le cercle dans lequel qui se l'approprie. C'est une nécessité. Le gouvernement veut prendre son temps. Il consulte déjà. Il a déjà consulté, y compris les représentants des grandes religions. Et le Parlement fera de même. Il y a déjà un avant-projet de loi qui circule. Mais c'est normal qu'il y ait un avant-projet de loi. C'est de la procédure. C'est comme ça. Le gouvernement est en train de discuter. Le projet de loi passe parce qu'il y a deux ministères qui sont concernés. Ça ne vous a pas échappé. Le ministère de la Famille. Et ça va continuer pendant plusieurs mois encore. Mot de la fin, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette période
avant ce débat parlementaire qui s'annonce? Je voudrais qu'on pose des questions fondamentales, donc qu'on a abordées ce soir d'ailleurs, qu'on parte de l'enfant et pas seulement du désir des adultes, des scénarios des adultes, et qu'on considère que ce n'est pas seulement une mesure marginale qui serait prise, mais une mesure globale qui aurait un effet d'onde, qui conduirait à une redéfinition globale de la parenté et de la famille. Philippe? Moi, je veux qu'on s'attache au réel, parce que quand on s'éloigne du réel, on s'éloigne des personnes, notamment des personnes homosexuelles, avant même des enfants, mais déjà des personnes homosexuelles, de ce qu'elles vivent, et que là, il y a une vraie méconnaissance de ce qu'est l'homophobie, de ce qu'est le désir homosexuel, et de quoi il est signe, parce que tout de suite est interprété en cause de l'homosexualité, alors que moi, je ne causalise pas, par exemple, le lien entre homosexualité et inceste. Donc, retour au réel sera retour à l'amour. Alors, on prend souvent en exemple les pays étrangers. Je voudrais rappeler que dans la plupart des pays étrangers que l'on prend en exemple, c'est le mariage religieux qui fait office de mariage, et le mariage civil n'ayant pas du tout la situation qu'il a dans la société française, qui est liée, grosso modo, je le dis rapidement, au principe de laïcité qui vaut dans la société française. Donc je voudrais rappeler cela parce qu'on met en exemple ces pays, alors qu'en fait l'équilibre est tout à fait différent. Merci à tous d'avoir participé à ce débat en direct, un débat loin d'être clos, en tout cas à notre avis, et on l'espère, à suivre bien sûr donc sur notre antenne et aussi dans toute la communauté nationale. On l'appelle de nos voeux. Merci à Erwan Binet d'avoir été à des nôtres, à nos côtés. Merci à Xavier Lacroix, auteur notamment de l'ouvrage Le corps retrouvé, donner la vie, c'est le recevoir chez Bayard, Christian Flavigny, La querelle du genre aux presses universitaires de France, et Avis de tempête sur la famille chez Albin Michel. Philippe Arignot, je le disais en début d'émission, apparaître L'homosexualité en vérité, édité par Frédéric Aymar, éditeur. N'hésitez surtout pas à nous écrire ou réagir sur le site de KTO, www.ktotv.com. Vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site internet et la faire circuler sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à bientôt.